Alors, professeur Amid Laridi, expert international en diplomatie, président, membre de board de plusieurs structures internationales, dans le privé, mais aussi dans tout ce qui est fondation. Mais aujourd'hui, c'est en qualité de Marocain que j'interviens, de patriote marocain qui porte en fait les couleurs du Maroc dans son cœur, dans son âme, avant de les porter et de les arborer sur son veston, toujours là sur son blason. Et aujourd'hui, c'est un réel plaisir d'être là à Dakhla, à cette belle émeraude du Sahara marocain, parce que c'est une émeraude quelque part avec la couleur verte. Et l'émeraude a toujours été une couleur de pureté, tout comme la pureté en fait des intentions portées en fait envers notre chère population en fait du sud du royaume du Maroc, des intentions de développement, des intentions de prospérité, de paix continue, qui aujourd'hui sont devenues une réalité. Comme je le disais hier dans mon intervention, il suffit de descendre dans les rues et de voir les sourires en fait arborés par les Marocaines et les Marocains de nos provinces du Sud, de voir en fait le regard de fierté qu'ils ont d'appartenir à ce beau pays, à ce grand royaume et d'allégeance qu'ils ont par rapport à notre cher souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Je salue en fait la présence de son excellence, je commence par la droite, tous les applaudissements. Mon très cher frère, son excellence ambassadeur Traoré, ambassadeur de Côte d'Ivoire, ambassadeur du Cameroun frère, l'ambassadeur du Tchad frère. Ça vous dit, ça parle beaucoup plus que n'importe quel phrasage. Ça parle vraiment beaucoup plus que n'importe quel phrasage. Tout comme nous, on est présent pour l'Afrique, l'Afrique aussi, elle est présente là pour nous. Et pour nous, l'Afrique n'est pas, mesdames et messieurs, une terre d'études, n'est pas une terre d'opportunités, n'est pas une terre d'intérêt. C'est notre terre, c'est notre continent. Et quand c'est notre continent, c'est notre devoir de l'aimer, de la connaître. Et il faut la connaître. Et il faut aussi l'aimer. Et il faut également contribuer à son développement. Et c'est de là que je prends cette lourde responsabilité d'être le dernier intervenant en quelques lignes, parce que mes chers amis ont très bien structuré, je les remercie d'avoir préparé en fait le bal pour moi. Ils ont parlé du passé, ils ont parlé du présent actuel. Permettez-moi de faire un regard sur le futur tout en établissant le même fil d'Ariane, parce qu'on a besoin d'un futur qui est fédérateur. Nous parlons d'un continent où, pour discuter entre nous, on est obligé d'utiliser des langues étrangères. Très peu d'entre nous parlent les langues africaines. Je me suis toujours fait le devoir, quand je suis et j'habite dans un pays pendant plusieurs semaines, d'apprendre la langue locale. C'est comme ça que j'ai appris le Swahili et le Hausa, et que je continue à l'apprendre. Je fais toujours un point d'honneur, et c'est très important à chaque fois que je suis dans un pays africain frère, d'apprendre quelques mots, ne serait-ce que pour dire merci. Et c'est comme ça que j'ai appris en Côte d'Ivoire à dire Akwaba, qui est au-delà du mot, qui est au-delà du bienvenu, veut dire également, c'est toute une culture d'accueil. C'est un peu comme le Wenni qu'on entend ici, et qu'on reçoit aussi ici, et qu'on ressent ici. C'est une marque en fait de bienvenue. Et c'est très important de donner cet intérêt pour la culture, pour l'histoire des peuples africains. En respectant en fait cette culture et cette histoire, on respecte également la souveraineté des États et les aspirations des peuples, tout en gardant l'ouverture. La souveraineté n'est pas contradictoire à l'ouverture, au contraire, elle permet une ouverture de force, une ouverture de dignité, et donc une ouverture qui est mutuellement respectueuse. Et tout ce qui est mutuellement respectueux ne peut être que durable dans un contexte justement de chaos mondial et de restructuration. Il est temps aujourd'hui de bâtir une Afrique qui est forte non pas de par sa fermeture, mais au contraire, de par son ouverture, de par son multilatéralisme, en faisant en sorte que le monde la connaisse. N'attendons pas que les gens viennent nous connaître, faisons en sorte d'exporter ce qu'on a de plus beau, notre art de vie marocain et africain, lapsus révélateur, notre culture africaine, notre savoir-faire, mais aussi notre propre storytelling, notre propre histoire d'une Afrique qui a toujours existé. Et une Afrique aujourd'hui belle de par sa jeunesse, belle aussi de par ses aspirations. Et n'est-ce pas justement ces aspirations qui nous unissent toutes et tous? Et n'est-ce pas là aussi la quintessence de plusieurs de vos interventions, mesdames et messieurs? Vous en avez parlé d'une manière très claire. L'Afrique aujourd'hui, et Sa Majesté le disait, dans un discours désormais devenu historique en Côte d'Ivoire, à Abidjan, Sa Majesté disait l'Afrique se doit de se faire confiance à elle-même. Et pour se faire confiance, et pour qu'il y ait en fait de la continuité, on se doit de converger et non pas de diverger. Commençons par travailler sur les points communs. C'est comme on en parlait tout à l'heure. La sécurité alimentaire est un fondamental. Le Covid l'a mis en exergue, l'a exacerbé comme besoin. On ne peut rien bâtir si notre population souffre de famine. Or, aujourd'hui, on a un savoir-faire africain. On a les pays qui ont de l'eau, d'autres qui ont de la terre fertile, d'autres qui ont de la main-d'œuvre, et d'autres, comme le Royaume du Maroc, qui disposent d'une expertise dans l'enrichissement du sol et une expertise qu'il est voué à partager avec ses pays frères africains. Qui dit agriculture et sécurité alimentaire, mesdames et messieurs, parle automatiquement de cette capacité de développer le territoire, tout le territoire, transformant les espaces frontaliers d'espaces de conflit, de sous-développement en des espaces de développement.
ont des espaces où la famille, Madame la Ministre le disait hier, où la famille redevient le tissu fondamental, le noyau du développement. À un moment où beaucoup de pays frères ont souffert de guerres civiles qui ont duré plus d'un quart de siècle. Je vous laisse imaginer le chiffre, il paraît facile, il ne l'est pas. Ça veut dire que l'enfant qui naquit a connu 25 ans, c'est-à-dire plus que l'âge mature, sans pour autant connaître un père et une mère, et encore moins un pays, et encore moins l'importance et la signification d'une hymne nationale qui nous fait tous vibrer. Aujourd'hui, il est temps de rebâtir, et l'agriculture offre cela, et le Maroc avec l'Afrique avec son Maroc, ont cette capacité de la vivre pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, pour créer de la stabilité, mais également pour recréer et combler ce besoin mondial de sécurité alimentaire. Parce que le besoin n'est pas uniquement dans notre continent et dans le monde. Et se connecter aux chaînes de valeur mondiale est tout aussi fondamental que de développer la ZLECA, la zone de libre-échange intercontinental. Une dame que j'ai écoutée avec beaucoup d'intérêt l'évoquer. C'est très fondamental, mesdames et messieurs, d'être à la fois répondant à nos besoins en interne que nos besoins en externe. On peut en parler également par rapport à la transformation des ressources naturelles. On en parle depuis des années. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est l'état d'esprit. C'est de visualiser ensemble comment on peut accéder aux chaînes de valeur mondiales. Au lieu d'exporter et de parler de transformation de cuivre, de barytine ou d'aluminium, parlons de chaînes de valeur globale. Parlons du développement de véhicules qui sont destinés aux besoins de l'Afrique. On a le savoir-faire ici. N'exportons-nous pas les voitures en premier? N'est-il pas temps de développer des véhicules panafricains, habitant l'Afrique, habités par l'Afrique et le besoin de l'Afrique, développés, adaptés aux routes africaines, avec des amortisseurs qui sont plus solides, aussi basiques que cela soit-il, avec des générateurs électriques qui leur permettent de se transformer en des ateliers mobiles, en des mini-usines, en des véhicules non seulement de transport, mais de création d'emplois et de richesses. Osons rêver, osons penser en tant qu'Africains. On a besoin de rêver le rêve africain, mais on a besoin de le transformer, mesdames et messieurs, sur le terrain. Parce que seul le terrain et la création de valeur aujourd'hui sont capables d'assouvir et d'absorber les aspirations de nos jeunes qui n'attendent plus et qui ne peuvent plus attendre le futur. Ils ont besoin de visualiser les réalisations sur le terrain pour y contribuer. Et si on arrive à les faire contribuer, si on arrive à les mobiliser, si on arrive à les transformer de ceux qui protestent pour demander à ceux qui participent par bâtir, c'est ainsi qu'on va développer l'Afrique dont ils rêvent et dont nous rêvons pour eux et pour nous-mêmes également. Et pour faire très simple, je propose et nous proposons tous la création d'un observatoire panafricain de développement économique et social qui contribuera non seulement à élargir, à fédérer ces aspirations-là, en respect de la souveraineté, en respect des aspirations des peuples, des jeunes et moins jeunes du continent africain, mais de les fédérer pour bâtir une vision qui est commune, un rêve qu'on a, et de les traduire sur le terrain. Et en même temps de mesurer qui sont ceux qui participent activement. Je pense qu'il est temps que l'Afrique se mesure elle-même, elle n'attend plus d'avoir des notations de l'étranger, tout en restant très ouvert aux instances internationales, aux pays amis, aux États-Unis, pays très alliés, en Europe, pays très alliés, à nos amis asiatiques dans le cadre du multilatéralisme également, mais pensons en tant qu'Africains, osons le rêve africain, bâtissons-le et créons cet observatoire, mesdames et messieurs, avec votre permission et avec votre bénédiction. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes dans une région où il ne s'agit plus de rattraper le gap, parce qu'il y avait un gap quand on a récupéré les provinces. En 1975, de la colonisation espagnole, il n'y avait rien, il s'agissait de tout bâtir. Là où il y avait des sentiers sableux, il s'agissait de bâtir des routes. Aujourd'hui, ces routes sont des autoroutes et gratuites. Là où il y avait des criques, il s'agissait de bâtir des bateaux. Aujourd'hui, on est en train de développer le plus grand port sur tout l'océan Atlantique, qui est le port de Dakhla, mentionné par son Excellence M. Guterres dans son rapport spécial. Un port qui ne vise pas uniquement à développer nos frontières sud, mais jouer aussi un rôle de locomotive économique de toute l'Afrique vers le monde, mais aussi de tout investissement mondial vers le Maroc, parce que c'est ça toute la force du Maroc, cette richesse, cette fierté en fait d'avoir des alliés stratégiques, les États-Unis, la Grande-Bretagne, Moyen-Orient, pays africains, l'Europe, mais aussi d'avoir un multilatéralisme réel et solide avec de véritables amis en Asie, notamment la Chine, le Japon, l'Inde et j'en passe. Donc un multilatéralisme réel, un multilatéralisme de fait, avec des alliances très stratégiques fortes qui datent du passé, qui aujourd'hui prennent en fait une dimension très importante avec la reconnaissance américaine du Sahara marocain et de la souveraineté marocaine sur son Sahara, avec des actes en fait solides, souverains, d'ouverture
consulats ici à Dakhla, mais aussi à Laayoune, qui sont au nombre de 24 des pays du continent américain, des pays du continent africain, mais aussi du pays du continent asiatique. Et c'est justement ce qui faisait le consensus. Et hier, on parlait tous d'une lingua franca, d'une langue franche, d'accord, d'une langue commune, comme disent les latins. Et cette langue commune, c'était 3 points essentiels. C'était un soutien clair, indéfaillible, que ce soit des ambassadeurs, VIP étrangers, qu'ils soient africains ou qu'ils soient aussi d'autres continents et d'autres horizons. Un soutien clair, infaillible et indéfaillible par rapport à la souveraineté marocaine de son Sahara. Il y a même eu en fait ce mot qui m'a beaucoup plu parce que ça a toujours été le socle de mes interventions et c'était un plaisir de le voir faire écho et venant de la bouche de frères africains. C'était la souveraineté du Maroc, c'est la souveraineté de tout le continent africain. Parce que la souveraineté est un principe qui est indivisible. On ne peut pas le promouvoir dans des pays, on ne peut pas le faire dans d'autres. Deuxième point qui est tout à fait fondamental, c'est celui de la prospérité. Le Maroc aujourd'hui est une locomotive de prospérité réelle sous le leadership éclairé de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et nous sommes encore une fois dans des provinces. Et aujourd'hui, le PIB par habitant il est de 86 000 dirhams. La moyenne nationale est de 50 000. D'accord. Donc on ne parle pas de gap. On a dépassé en fait tout cela. On a rattrapé les années de retard dû à la colonisation. Et aujourd'hui, on a déjà en fait bâti la grandeur et la prospérité de nos populations du Sud. Et le troisième point qui est très fondamental, très essentiel, c'est le Maroc comme pilier de la paix et de la sécurité en Afrique et dans le monde. Que ce soit via en fait la lutte antiterroriste, que ce soit les opérations de paix des casques bleus marocains, des forces armées royales sous le commandement du chef suprême, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le Maroc est un acteur de paix, est un acteur en fait de tolérance en Afrique, mais aussi de par le monde. Et c'est ce qui a fait le consensus depuis hier, aujourd'hui. Donc on n'est pas dans un colloque international, dans un forum international, on est dans une réunion de famille. On s'est rendu compte en fait que la grande famille marocaine s'est élargie grâce à la grande diplomatie royale de Sa Majesté le roi Mohamed VI et qu'aujourd'hui nos soutiens sont de par le monde très forts et que la souveraineté marocaine est un gain et légitime, c'est une cause en fait justa et que le futur en fait il sera très beau avec un Maroc qui est fort et qui joue le rôle d'une puissance régionale. Merci beaucoup.